Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous amène faire un tour dans le palais d'été de Pékin qui se trouve à 15 km du centre-ville. C'est la fin de mon circuit touristique de la journée qui comprend aussi la cité interdite et le temple du ciel. Et il nous reste plus que 2 heures avant de devoir retourner au bercail. Coup de bol pour moi, le guide était super sympa et m'a indiqué la marche à suivre pour entrer tout seul à l'hôtel si je voulais rester plus longtemps. Et encore heureux, parce que même en restant jusqu'à la fermeture, j'ai même pas eu le temps de visiter la moitié du domaine. C'est vous dire à quel point les mecs à l'époque, ils savaient vraiment la folie des grandeurs. C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Alors pas de temps à perdre et entrons tout de suite dans l'un des plus beaux jardins impériaux du monde. A l'origine, le palais a été construit dans les années 1750 par l'empereur Qianlong pour célébrer l'anniversaire de sa mère. Sympa le fiston, mais en même temps, il avait les moyens quoi. Par la suite, le palais servira de petite maison à la campagne pour l'empereur et sa cour quand ils chercheront à échapper à la moiteur étouffante du centre-ville pendant la canicule estivale. D'où son nom, palais d'été bien sûr. Mais bon, petite maison c'est une expression, parce qu'on parle quand même d'un jardin de 300 hectares qui regroupe plus de 400 000 arbres, une centaine de temples et de pavillons et des grandes allées avec plein de statues qu'ils ont sûrement appelées les grandes allées avec plein de statues. Et juste là, un petit géranium. Sans oublier le lac Kunming, presque entièrement creusé à la main, qui couvre les 3/4 de la surface du parc et qui est suffisamment large pour qu'on y fasse une croisière en bateau. L'entrée principale se situe à l'est du lac, à quelques pas du très photogénique pont aux 17 arches. Il fait 150 mètres de long, 8 mètres de large et il est orné de plus de 500 statues de lions en pierre. Une fois sur l'île, on peut flâner entre les pavillons avant de faire un tour dans le bien nommé Temple du Roi Dragon, où l'empereur se rendait pour faire la pluie et le beau temps. Et si ça va trop vite pour vous, vous pouvez toujours vous reposer en regardant les cerfs-volants. Trop vite, cerf-volant? Ouais, c'était pas terrible. Hein. Bon, on reprend. Après ça, il est temps de se rendre sur l'autre rive pour visiter la colline de la longévité, qui abrite plusieurs temples et des palais magnifiques. On peut soit y aller en bateau, soit à pattes en longeant le lac. Mais là, c'est vraiment si vous avez le temps parce que c'est pas la porte à côté. Heureusement, la balade est super sympa et je me sens aussi excité qu'un Owen Wilson à découvrir toutes les attractions sur mon chemin. L'un des meilleurs passages, c'est quand on traverse une galerie couverte longue de 700 mètres qui contient pas moins de 14 000 tableaux bucoliques. Et il paraît que c'est la plus longue galerie de ce genre sur toute la planète. Et finalement, on arrive au pied de la colline. Là encore, ça fourmille de temples et de pavillons à visiter, dont la plupart sont dédiés à Cixi l'impératrice, et devant lesquels on retrouve les mêmes lions en bronze que ceux qui protègent la cité interdite. Mais c'est surtout quand on commence à grimper les marches que ça devient vraiment intéressant. Bien
Bien sûr, à cette hauteur, on profite vraiment du panorama dans toute sa splendeur et depuis là, je distingue à peine le pont où j'ai démarré la visite. À droite, on peut voir toute la partie ouest que j'ai dû zapper par manque de temps, mais à ce rythme, il m'aurait fallu toute la journée pour vraiment faire le tour du propriétaire. On arrive maintenant devant l'impressionnante tour bouddhiste qui surplombe le lac du haut de ses 60 mètres, 20 mètres pour la base en pierre et 40 pour la tour elle-même. L'intérieur renferme une superbe statue en bronze aux bras multiples qui fait 5 mètres de haut et pèse plus de 5 tonnes. Et il suffit de lever les yeux pour admirer toute une ribambelle de fresques hautes en couleur. Ah ben décidément, on les croise partout ces trois-là. Mais parmi la déco, ce que je préfère, c'est les rangées de petites statuettes sur les toits et qu'on retrouve aussi dans la cité interdite. En général, c'est là que les groupes de touristes redescendent, mais comme j'étais tout seul, j'ai continué à monter de mon côté pour admirer de plus près toutes les merveilles architecturales qui se tiennent au sommet de la colline. Notamment ce temple recouvert de statues de Bouddha du sol au plafond sur les 4 murs extérieurs. Et d'ailleurs, ça fait un contraste assez saisissant de se tenir face à un temple aussi unique au sommet d'une colline verdoyante, alors qu'à peine quelques minutes à pied, c'est de nouveau le Pékin d'aujourd'hui avec ses concerts de klaxons et de pots d'échappement. De l'autre côté de la colline, les escaliers se font de plus en plus rares et j'ai l'impression d'avoir fait un saut dans le passé tant le style de construction des pavillons diffère du reste du palais. Mais en fait, c'est parce que la partie qui se cache derrière la colline a été bâtie selon le style traditionnel des monastères tibétains et pas juste chinois de l'époque. Et surtout, comme c'est un endroit moins fréquenté par les touristes, eh ben il a eu droit à moins de budget pour la rénovation. Au final, je ressors par la partie nord pour aller rejoindre le métro. Et alors que je pensais avoir terminé la visite, je suis tombé sur une petite rue commerçante construite sur les bords du lac et qui a été conçue sur le modèle de la célèbre ville de Suzhou, au sud de la Chine. À cette heure, toutes les boutiques sont fermées, mais ça reste un coin idéal pour admirer le coucher du soleil avant de reprendre la route. Et ben voilà, on a fini la visite de la cité interdite, du temple du ciel et du palais d'été, et tout ça dans la même journée. Mais pas le temps de souffler parce que maintenant, je vais m'attaquer à la grande muraille de Chine. Alors ratez pas le prochain épisode, ciao!